maintenant switcher en français. Il est temps de prendre un peu de hauteur sur tous les sujets dont nous parlons en ce moment. Nous avons parlé des grands équilibres mondiaux, de la responsabilité des actions des gouvernements, des entreprises, et nous avons touché un tout petit mot avec Hervé Le Trott ce matin sur l'homme au sens individuel, comment faire face à un défi tel que celui du changement climatique. Rachel Kyte vient de nous parler de la réinvention de nos modèles économiques, mais c'est peut-être aussi l'occasion de réinventer notre conception des valeurs, des croyances et voire même du bonheur, justement. Ça va sortir un peu, we're going out of the box, c'est ce que nous voulons faire justement avec quelqu'un qui est philosophe, sociologue, écrivain, producteur et animateur de l'émission Les Racines du Ciel sur France Culture. Merci, il va secouer toutes nos idées d'accueillir Frédéric Lenoir. Bonjour à tous et à toutes. On ne sait pas vers où se tourner, donc du coup on tourne en rond. Je vais essayer de tourner dans les deux sens pour ne pas tomber par terre. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous pour au moins deux raisons. La première, c'est que j'avais beaucoup d'estime et d'amitié pour Christophe de Margerie. Nous étions rencontrés il y a quelques années. Il m'avait remis le prix de l'excellence économique pour un livre, La guérison du monde. Et il devait faire un speech de 5 minutes, il a parlé pendant 1h30. Et il y a un très beau lien qui s'est créé entre nous à partir de ce moment-là. Et donc j'ai vraiment une pensée très émue pour lui en étant ici parmi vous et je tenais à vous le faire partager. La deuxième chose, c'est que je trouve que le sujet, le thème de la conférence est très important, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt dans un monde où on vit dans des angoisses et des peurs catastrophiques. Et si c'est vrai que les enjeux climatiques, du changement climatique sont absolument majeurs, il me semble très important d'avoir un regard constructif sur ce qui est en train de se passer. Et c'est tout le thème de cette conférence où vous avez des réflexions et des exemples très concrets de gens qui utilisent cette contrainte pour essayer d'innover. Et je pense que c'est la vraie solution pour essayer de grandir dans notre humanité commune à partir de cet enjeu majeur qui est celui du changement climatique et qui est lié à quantité d'autres bouleversements dont je voudrais dire un petit mot rapidement. Je crois qu'on ne mesure pas toujours à quel point ce qui est en train de se passer est tout à fait inédit dans l'histoire de l'humanité. En fait, à chaque époque, il y a des crises, il y a des dangers, il y a des obstacles, il y a des guerres, il y a des massacres. Mais ce qu'il y a d'unique à notre époque, c'est qu'effectivement, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes tous solidaires, pour le meilleur et pour le pire. La globalisation du monde crée des interactions à tous les niveaux et l'enjeu du changement climatique nous montre qu'on va s'en sortir tous ensemble ou on va périr tous ensemble. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Lorsque l'Empire romain s'effondre, c'est dramatique pour ceux qui vivent en Occident. Les Chinois n'en ont rien à faire. Ça ne les influence absolument pas, ils ne le savent même pas. Aujourd'hui, on sait très bien que si on rend les conditions de la vie, et notamment de la vie humaine, de l'avenir de l'espèce humaine impossible sur Terre, ce qui est une forte probabilité, eh bien nous allons tous en pâtir. Et nous allons laisser une planète peut-être invivable pour nos descendants. Donc on ne peut pas comparer notre époque avec d'autres époques de crise du passé. Nous avons une épée de Damoclès au-dessus de la tête, nous avons un défi et un enjeu tout à fait inédit et il faut bien en prendre la mesure. D'autant plus que la crise que nous vivons est une crise systémique. On parle toujours de la crise économique, mais la crise économique n'est qu'un aspect d'une crise qui fait système. Puisque la crise économique est liée à la crise écologique, que la crise économique et écologique ont des implications sur des crises sanitaires, sur des crises humaines, d'organisation sociale, sur des crises institutionnelles. Nous vivons également des crises avec des déplacements de population, de réfugiés, des crises politiques, des crises du vivre ensemble, crise des valeurs. Donc on peut dire que nous vivons une crise globale, puisque tout est interconnecté. On ne peut plus isoler un aspect
de l'expérience humaine et sociale de tous les autres. Et cette interconnexion, évidemment, c'est ce qui crée à la fois les conditions possibles d'une vie harmonieuse à l'échelle collective, comme les conditions, évidemment, d'un désastre collectif. Alors, c'est pour ça que je crois qu'utiliser cette crise pour essayer de grandir, c'est évidemment la seule chose que nous ayons à faire de raisonnable. Et je ne parle même pas en termes spirituels, en termes affectifs, je parle vraiment en termes de raison. Si on est raisonnable, on n'a pas d'autre solution que de s'emparer de cette crise systémique pour essayer de penser autrement et de vivre autrement. Puisque l'étymologie du mot crise, en grec, ça veut dire ça ne peut plus continuer, ça ne peut plus aller comme ça. On doit changer. Et quand on vit une crise, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif, ça signifie que la situation ne peut plus continuer telle qu'elle est. On est dans des mauvaises solutions, on est dans des mauvaises issues, on est sur un chemin qui ne convient plus. Vous savez, quand vous tombez gravement malade, bien souvent, c'est le fruit d'une crise. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas satisfait. Il y a des contradictions fortes. Notre corps est épuisé. Et si notre corps est épuisé, c'est bien souvent parce que notre psychisme est aussi épuisé. Et donc, de la même manière qu'un individu traverse des crises parce qu'il doit changer quelque chose dans sa vie, notre humanité traverse une crise collective majeure parce qu'elle doit changer quelque chose. Et donc l'objectif, c'est ce changement. Et ce changement, nous avons aujourd'hui l'opportunité de le faire rapidement parce qu'on n'a pas le choix. Et plutôt que d'être dans des discours catastrophiques, apocalyptiques, en disant continuons de vivre comme si de rien n'était, parce que de toute façon, ça nous échappe totalement, et puis après nous le déluge, eh bien on voit qu'il y a de plus en plus de gens, de voix qui s'élèvent, de plus en plus d'entrepreneurs qui trouvent des idées nouvelles, des innovations, pour essayer de trouver des modes de production, des modes de consommation et des modes de vie qui répondent aux enjeux majeurs posés par la crise. Et c'est ça qui est passionnant, et c'est une forme de résilience. Vous connaissez ce concept qui a été développé en France par Boris Cyrulnik, qui montre que lorsque des individus ont connu une enfance difficile, une grande épreuve, quelque chose de chaotique, et bien finalement on s'aperçoit que c'est peut-être eux qui ont le plus de chances d'aller loin dans la vie, parce qu'ils ont surmonté une crise. Et que la crise peut nous écraser. Hélas, il y a des enfants qui sont écrasés, qui deviennent des marginaux, des délinquants, qui n'arrivent pas à surmonter la souffrance qu'ils ont subie enfant, et puis d'autres qui arrivent à la surmonter, et ça les fait grandir. Et ça les rend peut-être plus humains que la moyenne des humains. Et ça agrandit leur cœur, et ça permet à leur intelligence de trouver des solutions pour essayer de s'en sortir, et du coup sont devenus plus intelligents que les autres. Je pense toujours à Woody Allen. Je me dis, heureusement qu'il n'avait pas le physique de Paul Newman. Il n'aurait jamais fait les films qu'il a fait. Donc on voit bien que quand on a un handicap physique, quand on a un problème quelconque dans notre vie personnelle, on peut s'en servir pour aller plus loin. Et c'est ce que l'humanité peut faire aujourd'hui. Elle peut utiliser ces dangers, ces menaces, ces souffrances qui sont fortes, parce que beaucoup de gens souffrent, et pas uniquement en Occident. En Occident, on a encore la chance d'avoir des sociétés assez équilibrées, même si elles sont atteintes. Et malgré ça, on voit que beaucoup de gens prennent des anxiolytiques, des antidépresseurs. Ils souffrent moralement. Même des gens qui ont des moyens de confort et des moyens financiers importants souffrent moralement. Et puis, il y a évidemment beaucoup de souffrances dans des pays qui sont très fortement atteints par les disparités économiques mondiales qui sont absolument scandaleuses, et par des changements climatiques qui vont avoir de plus en plus de répercussions, à commencer dans les pays les plus pauvres. Donc on voit toute cette souffrance, et face à ça, on peut se redonner l'objectif et les moyens d'atteindre cet objectif. Je crois que l'objectif, évidemment, il est le même pour tous, c'est un objectif d'essayer de sortir nos sociétés de ces crises à répétition pour essayer de les rendre plus harmonieuses, plus équilibrées, parce qu'on peut tous vivre sur cette planète, à 9 ou 10 milliards d'individus, en paix les uns avec les autres, on peut nourrir tout le monde,
on peut faire un développement durable. On le sait tous. Alors maintenant, il y a un tas de mécanismes, notamment historiques, qui sont en place, qui sont des obstacles à la réalisation de cette société qui peut un jour advenir. Mais ça doit être notre objectif, d'aller vers un monde meilleur, qui ne sera jamais parfait, parce que l'être humain est imparfait, mais d'aller vers un monde meilleur, vers un monde plus juste, vers un monde plus équilibré, dans lequel nos enfants, partout dans le monde, auront la chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vivre librement et de pouvoir au moins avoir un toit, manger à leur faim et essayer d'apprendre à dialoguer entre eux et ne pas être dans ce conflit, dans ce choc culturel dans lequel nous sommes actuellement du fait du processus très rapide de globalisation. Et là-dessus, je dirais que les objectifs pour essayer d'aller vers un monde où l'humanité prospère davantage et que chaque individu puisse s'épanouir, les moyens, je pense, sont à deux niveaux. Ils sont d'abord au niveau international. Puisque la crise est collective, elle est mondiale, une grande partie des solutions ne peut venir qu'à l'échelle internationale. Je pense qu'il est évident que face à la crise environnementale, c'est très utile que chaque pays prenne des mesures, mais ça n'aura pas d'efficacité déterminante si d'autres pays, notamment les plus gros pollueurs, ne prennent pas les mêmes mesures. Donc on est tous solidaires et aujourd'hui, heureusement, après de très très longues décennies où on a vu que les deux plus gros pollueurs du monde, les États-Unis et la Chine, ne faisaient aucun effort, on s'aperçoit que ça commence à bouger. Et je m'en réjouis beaucoup, parce qu'on sent qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Et donc, on est tous dans le même bateau, on a tous besoin d'être solidaires pour avancer, et il faut des règles internationales. On a absolument besoin de réguler au niveau mondial, non seulement toutes les questions environnementales, donc de pollution, et notamment tout ce qui est lié au réchauffement climatique, mais pas uniquement, et on a besoin de régulation au niveau financier, puisqu'on se rend compte de plus en plus, et tous les grands économistes ne cessent de le rappeler, que la financiarisation de l'économie est en train de détruire l'économie. Et donc on sait qu'à chaque crise économique, les hommes politiques, Obama le premier nous dit en 2008, il faut absolument réguler la finance, et il n'a pas eu le courage de le faire. Donc, combien de catastrophes financières et économiques va-t-on attendre pour mettre des règles indispensables pour encadrer la finance de manière à ce que l'économie puisse respirer de manière plus, je dirais, adaptée à la réalité, qu'il n'y ait pas une bulle financière spéculative qui détruise en permanence le développement économique et qui le parasite profondément. Et je pense qu'à côté de ces grandes régulations internationales qui vont de pair avec, évidemment, si possible, des progrès, des dialogues entre les cultures, ce qui peut passer d'ailleurs par un travail philosophique de connaissance et d'élaboration des valeurs universelles. J'ai fait un livre qui s'appelle « La guérison du monde », dans lequel je montre qu'il existe dans toutes les cultures, je dis bien toutes les cultures, des grandes valeurs communes. Des valeurs autour du respect d'autrui, la règle d'or, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Cette phrase-là qui est fondamentale, si on l'appliquait, ça changerait le monde. Elle est présente dans toutes les cultures humaines. De même que le sens de la justice, de la vérité, du beau. Donc on trouve des valeurs universelles qu'il faudrait travailler ensemble pour arriver à mieux découvrir comment nous sommes tous porteurs d'une humanité commune. Et qu'au-delà de nos différences culturelles qui peuvent être légitimes et respectées, il y a un fond commun d'humanité qui fait que nous sommes tous révoltés lorsque nous voyons une injustice, quel que soit l'endroit où elle a lieu. Et ça, c'est un grand progrès dans l'histoire de l'humanité. Puisqu'il y a encore un siècle, on pouvait torturer allègrement dans son pays sans que les autres pays s'en soucient. Aujourd'hui, quand un dictateur torture les gens, tout le monde est scandalisé. Et donc, on voit que la conscience humaine progresse vers plus de compassion, plus d'universalité, un sentiment plus grand de fraternité humaine. Ça reste encore évidemment très fragile. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore grandir dans ce sens de la fraternité humaine, mais je crois qu'on a déjà franchi beaucoup de paliers et que c'est vraiment la valeur centrale, la fraternité, qui sera celle du XXIe siècle si on veut s'en sortir. Découvrir que nous sommes tous liés les uns aux autres, nous avons tous les mêmes aspirations au bonheur et à la paix, et qu'après, il faut faire reculer l'injustice, la souffrance, l'esprit de domination, pour qu'on puisse
arriver à créer cette société dans laquelle on puisse vivre en harmonie, le plus possible. Alors, la deuxième réponse, elle me paraît individuelle. Autant l'échelle internationale est nécessaire pour des règles, autant rien ne pourra véritablement se faire sans que les consciences individuelles évoluent. Et c'est la clé du monde moderne. Le monde moderne, c'est l'autonomie du sujet. C'est ce qui fonde la modernité, c'est que l'individu est autonome. Il s'est émancipé du poids du groupe, de la société, des institutions, pour mener librement sa vie. Mais le prix à payer de ça, c'est la responsabilité. On ne peut véritablement vivre dans une société harmonieuse avec des individus libres et autonomes que s'ils sont responsables. S'ils ne sont pas responsables, c'est invivable. Et il vaut mieux l'univers clos de la tradition qui fonctionne beaucoup mieux dans ce cadre-là. Alors que dans l'univers moderne de la liberté et de l'autonomie, il faut que chaque individu se prenne en main et puisse savoir ajuster sa vie, organiser sa vie, orienter sa vie de manière à s'épanouir personnellement tout en étant utile aux autres et sans créer des dommages à l'ensemble de la société dans laquelle il vit. Et quand on voit l'égoïsme de certains financiers, de certaines personnes qui s'enrichissent de manière éhontée en n'ayant mais strictement rien à faire des conséquences sociales, mondiales, politiques de ce qu'ils font, on se dit que ce sens de responsabilité, malheureusement, bien peu de personnes l'ont. Et c'est que comme ça que l'individu va réussir non seulement à s'améliorer, mais aussi à jouer son rôle indispensable dans l'amélioration du monde. C'est la fameuse phrase de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Et aujourd'hui, si chaque individu est plus responsable dans sa vie, par exemple écologique, c'est-à-dire dans la manière de préserver l'environnement, de moins polluer, de moins consommer, de consommer de manière plus intelligente, de consommer de manière à ce qu'il y ait une dimension éthique à sa consommation, à travers par exemple le commerce équitable. Si chaque individu a un discernement et un jugement responsable dans sa manière de vivre, dans sa manière d'acheter, dans sa manière de rouler, dans sa manière de voyager, il est bien évident que ça va avoir une répercussion sur l'ensemble de la planète et que, y compris d'ailleurs, les modèles économiques vont changer, les modes de consommation vont changer et donc les modes de production vont changer et tout ira vers plus d'équité, de long terme, de durable. Pour dire les choses autrement, je crois que le gros enjeu aujourd'hui, c'est de passer du toujours plus, qui n'est plus possible à l'échelle planétaire compte tenu des contraintes environnementales, de passer du toujours plus au mieux-être. Et tout le monde a gagné à passer du toujours plus au mieux-être et à découvrir que finalement le bonheur, et notamment le bonheur individuel, tient plus de la qualité d'une vie intérieure que de l'extérieur. Or, on est encore un petit peu dans l'esprit des 30 Glorieuses, dans lequel on pense que ce n'est que l'amélioration de nos conditions matérielles, aussi utiles soient-elles, mais ce n'est pas que l'amélioration des conditions matérielles qui crée les conditions d'un bonheur vrai, profond et durable pour un individu. Il a besoin d'une qualité de vie intérieure, il a besoin d'être bien avec lui-même, d'avoir, comme dit Montaigne, une amitié pour lui-même et avec les autres. Et c'est dans la qualité du lien avec nous-mêmes, dans la qualité du lien avec les autres, dans la qualité que nous avons de notre relation au monde, que se joue, je pense, l'enjeu du bonheur individuel et collectif. Je donnerai deux petits exemples très concrets, corroborés par la science pour finir. Une des clés du bonheur individuel, c'est l'attention. L'attention au moment présent. Au lieu d'être toujours pris dans cette spirale de rumination, on est toujours en train de faire plusieurs choses à la fois, de penser au passé, de penser au futur, on n'est pas présent à ce qu'on fait. Or, les sages de toutes les époques nous disent « le bonheur vient de la qualité de présence que nous avons dans l'instant présent ». Être présent lorsqu'on travaille, être entièrement concentré sur ce qu'on fait. Lorsqu'on fait la cuisine, faire la cuisine et pas faire 10 choses à la fois. Lorsqu'on regarde quelqu'un et qu'on l'écoute, l'écouter et pas penser à autre chose en même temps. Et les scientifiques nous ont montré, en faisant des recherches sur le cerveau, que lorsque nous sommes pleinement attentifs à ce qu'on fait, quelle que soit l'expérience, notre cerveau va sécréter de la dopamine ou de la sérotonine, qui sont des substances chimiques qui créent du bien-être. Et puis le deuxième exemple, c'est d'avoir conscience des choses positives. Et je terminerai avec ça. C'est que la science, la biologie nous a montré que l'être humain mémorise
davantage les choses négatives que les choses positives. C'est lié au processus d'évolution. Lorsqu'il était un homme préhistorique, l'être humain avait besoin de mémoriser qu'il y avait des dangers, que tel animal est dangereux pour lui. Et donc il fallait qu'il se prémunisse contre ça en mémorisant le danger. Et bien aujourd'hui, ce qui nous serait le plus utile, c'est de mémoriser les choses positives. Et une des clés du bonheur, c'est d'arriver à prendre conscience de tout ce que nous avons comme petits plaisirs quotidiens qui peuvent nous réjouir. C'est d'avoir conscience que quand on se lève le matin, si on est en bonne santé, c'est une chance formidable et de s'en réjouir et pas uniquement de râler quand on se lève et qu'on a mal au dos. Et donc cette conscience de toutes ces choses positives, ça peut participer de manière très profonde à un changement individuel et collectif, parce que si l'humanité entière était davantage concentrée sur le positif qu'elle porte et pas uniquement sur le négatif de la crise, le monde irait très vite beaucoup mieux. Merci à vous.